Europe 1. Franck Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. C'est l'un des hommes les plus riches des règnes de Louis XIV et de Louis XV que Franck Ferrand nous présente aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Je suis heureux de vous parler d'un de ces hommes de l'ombre qui font l'histoire. Celui d'aujourd'hui va nous réserver, vous allez voir, un certain nombre de surprises. On a oublié le nom des Crozat et pourtant il a joué un rôle absolument essentiel dans l'histoire. Nous allons le faire en compagnie du tout jeune auteur de la biographie de Crozat, Pierre Ménard, qui est avec nous dans ce studio cet après-midi. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Fin août 1715, Louis XIV, le grand roi, est en train de s'éteindre. À Paris, la place Vendôme vient de voir le jour. Au numéro 17 pour nous se tient un magnifique hôtel particulier, l'hôtel de Crozat. C'est la façade derrière laquelle on a construit depuis le grand hôtel Ritz, vous savez. Lorsqu'on y pénètre, à l'époque, on est subjugué par le faste, l'opulence, l'abondance de richesse, le luxe d'un hôtel particulier qui est un véritable palais en ville et qui regorge d'objets fabuleux, d'œuvres d'art parmi les plus marquantes du temps. On ne peut que rester pantois, émerveillé devant un mobilier sans égal ou presque, devant des ornementations au raffinement inouï. L'importance du train de maison, des écuries, le nombre des laquais, des frotteurs, des marmitons, des jardiniers, tout ça est assez extraordinaire. Tapis dans la pénombre de cette somptueuse demeure, un homme au regard vif mais sombre et qu'on peut imaginer en train de spéculer, en train de soupeser, de manipuler son argent, un homme que le sentiment de son pouvoir et de sa richesse a quelque peu confit vivant. C'est Antoine Crozat. Il a fait bâtir, derrière la façade imposée par Hardouin-Mansart, il a fait bâtir ce majestueux hôtel particulier dont il avait acquis le terrain dès 1700. C'est à ça qu'on reconnaît les hommes d'affaires. Être toujours dans les bons plans, être toujours sur les bonnes affaires. C'est tout à fait le cas du sieur Crozat. Son flair est infaillible, son pouvoir colossal, sa fortune tout simplement la première de France. Il est, selon Saint-Simon, le plus riche homme de Paris. Et Voltaire l'appelle Crésus Crozat. Faut vous dire que Voltaire le déteste et que Saint-Simon n'est pas loin d'en faire autant. Même, direz-vous, comment ce monsieur a-t-il pu se hisser jusqu'à de tels sommets? Lui, le petit Toulousain, parti, sinon de rien, disons d'assez peu. Lui, le fils d'un marchand banquier ordinaire, et qui avait commencé dans les affaires dans l'ombre de Pierre-Louis de Pénautier. Ah, ça, c'est un début de réponse. Très tôt, je dis très tôt, il n'avait même pas 20 ans, on l'a vu tirer les ficelles d'un grand commerce de tabac, de café, ça y est, c'était lancé. Le moment est venu là de vous décevoir un peu parce que sa gigantesque fortune, Antoine Crozat, la doit pour une belle part à l'énorme trafic d'esclaves qu'il a mis sur pied. Dès 1701, il dirige la compagnie de Guinée, qui a été créée par Louis XIV, une immense société de traite négrière entre Nantes et Saint-Domingue. Il va connaître de cette manière une fortune rapide et au début des années 1710, Antoine Crozat devient l'un des plus grands négociants d'esclaves en Europe. En 1712, Louis XIV lui cède la Louisiane, il dispose, lui c'est du monopole financier sur la Louisiane, on verra dans quelles circonstances, un monopole considérable de commerce sur tout ce territoire d'Amérique, et pour Crozat, c'est la consécration bien sûr. Le 1er septembre 1715, lorsque le roi Soleil finit par s'éteindre, donc à Versailles, après un règne de 72 ans, 3 mois et 18 jours, Antoine Crozat apparaît comme l'un des hommes les plus influents du royaume, sans doute le plus riche, c'est même incontestable, sa fortune est à l'époque à son apogée, elle s'élève, tenez-vous bien, à 20 millions de livres, lorsque vous voyez ce que ça représente, qu'une livre sous Louis XIV, une fortune de 20 millions de livres. La comparaison au commun des mortels est vertigineuse, écrit Pierre Ménard. Vauban estime en 1707 à 90 livres le revenu annuel d'un manouvrier, ce qui pourrait fournir un grossier équivalent de notre actuel SMIC. Effectivement, grossier équivalent, il y aurait beaucoup de considérations à faire entrer en ligne de compte. Pour atteindre la fortune de Crozat, poursuit Pierre Ménard, en supposant que rien ne soit dépensé, il faudrait donc que cet humble sujet travaille plus de 222 200 ans. Ça vous donne
Ça va donner une idée de la fortune démente de cet Antoine Crozat. Alors quand même, il faut préciser que l'origine de cette fortune n'est donc pas claire. Pour parvenir au sommet, il est indéniable que Crozat ait dû se livrer à d'innombrables spéculations étranges, douteuses, et même à des malversations, des affaires assez véreuses, pas mal de détournements de fonds. On reviendra sur tout ça. Et justement, malheureusement pour notre homme d'affaires, la nouvelle régence, le régime institué par le neveu de Louis XIV, va lui mener la vie dure. En effet, vous savez que lorsque le grand roi vient à mourir, c'est son dernier arrière-petit-fils qui va hériter la couronne. Le tout petit, tout jeune duc d'Anjou, qui n'a que 5 ans à l'époque, son éducation a été confiée au duc de Villeroy, tandis que la régence a été confiée non pas par le testament de Louis XIV, mais par la décision du Parlement de Paris qui a cassé ce testament, elle a été confiée au régent Philippe d'Orléans, qui donc est le neveu du grand roi. Il est crucial pour Crozat d'obtenir les faveurs du régent, vous imaginez, c'est même vital. La disparition de Louis XIV lui fait perdre un soutien extraordinaire. Alors, comme il l'avait fait avec le défunt roi, notre financier va chercher à obtenir le soutien du nouveau pouvoir en consentant des prêts et en usant de son incroyable richesse. Et par exemple, il achète l'amitié du duc de Villeroy en lui prêtant une très importante somme d'argent. De la même manière, il s'assure de la fidélité du maréchal d'Estrées, à qui il va louer une partie de l'hôtel d'Évreux, place Vendôme. Il fait tout pour faire figure d'homme providentiel. Il est là partout, il offre son argent à droite et à gauche. Or justement, de l'argent, le régent en a besoin, et même un besoin énorme. L'état des finances du royaume est catastrophique, et lorsque Philippe d'Orléans découvre dans quel état se trouve le trésor, il est littéralement horrifié. La dette atteint une somme astronomique, 2,1 milliards de livres. Jamais auparavant le royaume n'avait été endetté à ce niveau-là. Il faut le dire, c'est une crise financière, économique, monétaire considérable. Comment y faire face ? Aux yeux du régent, la situation est désespérée. Il faut trouver de l'argent ou eh bien, c'est Saint-Simon qui propose la solution de la banqueroute et le régent y songe sérieusement avant de se raviser. Il revient à la raison, si je puis dire, sur les conseils du duc de Noailles qui le convainc que ce serait folie que d'aller jusqu'à la banqueroute pour l'État. Nous sommes donc dans une crise considérable et avec son opulence insolente, Crozat apparaît à la fois comme un sauveur et comme, après tout, l'homme qu'on pourrait peut-être... Extrait des symphonies pour les soupers du roi, le premier caprice composé par Delalande. Restez avec nous sur Europe 1. Cet après-midi, Franck, vous nous racontez le destin hors du commun d'un financier sous Louis XIV et Louis XV. On parle trop peu de lui, c'est vrai qu'on ne le connaissait pas tellement avant que vous nous en parliez. Pourtant, depuis le temps que j'écoute vos récits, Franck, j'ai quand même l'impression que le nom de Crozat... Une pointe de lassitude dans votre voix. Non, alors pas du tout, et je ne demande que ça continue encore très longtemps. J'ai l'impression quand même que le nom de Crozat revient fréquemment quand vous parlez d'histoire. Il revient notamment quand on parle d'histoire de l'art. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la collection Crozat est de très loin la plus importante collection du XVIIIe siècle. Il était un grand amateur de mobilier, d'objets d'art, de tableaux et de peintures. C'est incroyable ce qu'il pouvait avoir dans cette collection. Et aujourd'hui, pour les grands amateurs, lorsque vous avez un objet qui vient de la collection Crozat, c'est un signe d'excellence absolue, notamment tous les grands tableaux de Watteau, par exemple, etc. Vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on parle un peu de Crozat. Mais sinon, c'est vrai que le bonhomme lui-même n'était pas très connu avant cette biographie. Alors attention, il ne faut pas confondre Antoine Crozat, le nôtre, dit Crozat le riche, et puis Pierre Crozat le pauvre, qui est son frère. Malgré leur surnom, les deux étaient immensément riches, je vous le précise. C'est vrai que Pierre était peut-être un peu moins bien doté qu'Antoine, et encore on verra dans quelles conditions dans un instant. Par ailleurs, dans la famille Crozat, il faut aussi citer Louis-François, Joseph-Antoine, Louis-Antoine, qui sont les 3 fils de celui dont nous parlons aujourd'hui, et ce sont eux qui vont hériter cette incroyable collection Crozat à la mort de Pierre, avant qu'elle ne soit rachetée ensuite par Catherine II, ce qui explique que beaucoup des grands tableaux de Crozat soient aujourd'hui au musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Alors, revenons à Antoine. Dans ce contexte de crise financière, Crozat sent qu'il peut aisément placer ses pions. Il voit bien qu'on dépend désespérément de lui et de sa fortune. C'est une aubaine, bien sûr. Et après avoir eu recours à toutes sortes d'emprunts, à des taux de plus en plus élevés, le gouvernement du régent va se tourner vers notre financier.
Alors, Antoine Crozat veut bien prêter à la couronne 1 million de livres. Il s'engage à même en prêter 2 autres. Et comme il en a l'habitude, il va pouvoir profiter de la situation pour exiger, en échange, un certain nombre d'avantages. Alors jusqu'où, cette fois, pourrait-il bien aller ? Antoine Crozat possède à peu près tout ce qu'il veut, vous l'imaginez. Il a déjà un nombre incalculable de terrains, de biens, de propriétés, d'actions, de sociétés. Enfin bon, qu'est-ce qu'il pourrait vouloir d'autre ? Il y a une chose qui ne s'achète pas et qui fait rêver un homme d'affaires d'origine roturière, c'est un statut. Alors, non pas un anoblissement, il y a des moyens, par notamment tout ce qu'on appelle la noblesse de robe, par la magistrature, d'accéder à la noblesse. Mais ce que voudrait au moins Crozat, c'est qu'on lui décerne l'ordre du Saint-Esprit, c'est-à-dire l'ordre de chevalerie le plus prestigieux qui existe à l'époque, son magnifique cordon bleu. Cet ordre a été fondé par Henri III. Il est normalement réservé à la plus haute noblesse, la noblesse de cour. Pour être décoré, il faut prouver 3 degrés de noblesse. Et il est inutile de vous dire qu'Antoine Crozat ne les a pas du tout, ces 3 degrés de noblesse. Il a néanmoins repéré une défaillance dans le système. C'est que le grand trésorier et le greffier de l'ordre sont dispensés de preuves de noblesse. Ah, donc, vous voyez, il y a des postes dans l'ordre du Saint-Esprit pour lesquels on n'exige pas d'études d'arbre généalogique. Et justement, le grand trésorier, qui s'appelait Chauvelon du temps de Louis XIV, on l'appelait Chauvelon à la cour, eh bien, il vient de mourir. Donc, le 16 septembre 1715, Antoine Crozat demande et obtient d'être fait grand trésorier des ordres du roi. Et bien entendu, pour l'occasion, il a versé un énorme pot de vin. Il a graissé la pâte à tout le monde, c'est bien simple. En plus des 3 millions promis à la couronne, dont un déjà versé, au passage. Bien sûr, tout ça s'achète. Lorsqu'on apprend cette promotion, cette nomination, on s'indigne. Et quelle honte, vous imaginez, on n'a que ça à faire à la cour, bien sûr. Et Saint-Simon, qui lui rêve de se voir décerner la croix du Saint-Esprit depuis très longtemps, Saint-Simon qui est duc et pair de France, s'il vous plaît, est furieux, bien entendu. Il est toujours furieux dans toutes ces questions-là. Antoine Crozat n'a jamais été aussi fier. Vous l'imaginez avec sa belle croix maintenant, là, avec son beau cordon bleu. Il atteint le summum de la grandeur, de la réussite. On ne parle que de lui dans Paris, même si nul ne saurait nier que le financier a acheté sa décoration, nous dit Pierre Ménard. Il paraît difficile d'admettre une telle pratique dans des actes officiels. Les lettres patentes maquillent donc ce scandale d'État en stipulant les nombreuses qualités de l'homme d'affaires. Le roi, je vous rappelle, a 5 ans et demi à l'époque, le roi y souligne avec une complaisance coupable que personne ne s'est adonné au commerce avec plus de noblesse, de bonne foi et de bonheur, et plus d'utilité pour la patrie que notre aimé Antoine Crozat. N'attachez pas trop d'importance à cette formule. Quand le roi parle d'un de ses sujets dans un acte, il l'appelle notre aimé un tel. Mais enfin tout de même, voyez. Et pour l'occasion, Crozat demande à un peintre de faire son portrait. Il apparaît là dans un costume très riche, costume de grand officier des ordres du roi, si ample et si dégoulinant de velours, nous dit Pierre Ménard, dégoulinant de dentelles et de flammes de fil d'or, que l'on en viendrait à craindre que le vieil homme qui l'occupe ne disparaisse sous lui. On ferait erreur. Loin de s'y noyer, Crozat y nage avec bonheur, son buste recouvert d'une plaque démesurée figurant la croix et la colombe. Parce que n'oubliez pas que cet ordre, c'est l'ordre du Saint-Esprit. Et la grande croix est donc censée être portée par la colombe du Saint-Esprit. Je poursuis dans notre lecture. Ce portrait, nous dit l'auteur, nous permet aussi de saisir son apparence physique. Une mâchoire carnassière et des yeux noirs et vifs, tranche avec des lèvres étroites et une main molle, traduisant le mélange de brutalité et de finesse qui a permis l'élévation sans précédent de ce roturier. Malgré toute la majesté et le sérieux qu'il cherche à inspirer, on sent poindre un sourire sur sa bouche, chose peu fréquente sur les portraits d'alors. Sans doute s'agit-il du sourire de l'homme s'étonnant lui-même d'avoir pu arriver si loin. Mais le sourire du vieux singe ne sera que de courte durée. Pourquoi donc ? Eh bien parce que alors que les finances du royaume s'enfoncent toujours un peu plus dans la crise, la réussite, la richesse de Crozat ont l'air de plus en plus insupportables à bien des esprits du temps. Il va devenir une proie idéale pour ses ennemis. Vous savez, il ne fait jamais bon prêter de l'argent lorsqu'on est un particulier à l'État. Et si l'on devait faire la liste des trésoriers de France qui ont mal fini, elle serait longue. L'État à qui
notre Crozat a si généreusement prêté, ne va pas tarder à s'occuper de ses petites affaires. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors grâce à vous, Franck Ferrand, cet après-midi, nous faisons connaissance avec Antoine Crozat, ce milliardaire du XVIIIe siècle, qui a prêté de l'argent à l'État et il aurait peut-être pas dû. Mais non, vous savez, c'est toujours très dangereux. Le président du Conseil des finances à l'époque, c'est le duc de Noailles, qui est très proche d'une fratrie de, j'allais dire de Margoulins, c'est pas très élégant, mais de grands hommes d'affaires qui s'appellent les frères Paris. Et le duc de Noailles, avec les Paris, va mettre toute son énergie non seulement à redresser les finances publiques, mais à essayer de trouver de nouvelles sources de financement. Pierre Ménard liste toutes les mesures qui sont prises, dévaluation, suppression des offices. Les offices qui, évidemment, en l'occurrence, étaient vénaux à l'époque. Limitation de l'écurie du roi à 100 chevaux. Vous imaginez, on en connaîtra 2900 à la fin du règne de Louis XV. De la musique à 24 violons, ça c'est leur nom, en tout cas les 24 violons du roi. Division des frais de bouche par 20, licenciement de mousquetaires et de gardes du corps, réduction du budget dans tous les domaines, armée, marine, etc. Plan d'austérité incroyable, mais surtout, le duc de Noailles veut lutter contre les financiers parvenus qui, selon lui, détournent l'argent de l'État, s'enrichissent par des voies criminelles et pillent les honnêtes gens. Pierre Ménard souligne qu'en réalité, Noailles cherche moins à faire triompher la justice contre ce qu'on pourrait considérer ou regarder comme des crapules qu'à redresser les finances publiques. Nous allons voir avec lui dans un instant jusqu'où c'est vrai cette histoire. Crozat est le roi de la dissimulation, des prête-noms, des spéculations hasardeuses. Et donc, il est visé par toutes ces procédures. Le 17 mars 1716, on n'est quand même pas longtemps après la mort de Louis XIV, vous voyez, une ordonnance est publiée qui interdit à tout traitant, fermier, receveur ou commis ayant participé aux affaires publiques depuis le 1er janvier 1689 de quitter son domicile sans autorisation du roi sous peine de mort. Ça, c'est pour éviter qu'on aille se mettre à l'abri tranquillement hors du royaume. Et à ce moment-là commence une vraie chasse aux financiers. On contrôle les identités aux frontières, on arrête par dizaines et même centaines les financiers soupçonnés de malhonnêteté. Alors, Poisson de Bourvalet, par exemple, détenteur de 125 compagnies industrielles et commerciales, Leblanc, Miotte. Il y a des cas assez romanesques, c'est ce que nous raconte Pierre Ménard, je le cite. Pour garantir le succès de l'opération, les suspects sont arrêtés de nuit. Miotte, un ancien associé de Crozat, de retour d'un souper chez ce qu'il fait de plus cher au monde après son argent, est saisi de stupeur en voyant le policier Bazin à la porte de son hôtel. Il appelle à l'aide ses domestiques, qui lui donnent le temps de s'extirper des griffes de l'agent, comment pourrait-on dire, de l'exempt, comme on disait à l'époque, et de gagner en courant sa résidence. Je continue à citer Pierre Ménard. S'ensuit une invraisemblable course-poursuite entre le grippe coquin épée à la main et le grippe sous apeuré parcourant à vive allure les dédales de sa maison. Miotte introuvable, le barbouze appelle en renfort un commissaire, un serrurier et 20 hommes armés de piques, d'épées et de pistolets. On défonce les portes, on visite les caves, les moindres recoins de l'hôtel, jusqu'à ce que l'on découvre le partisan derrière un escalier dérobé caché sous un tas de paille suant à grosses gouttes et couvert de poussière. Eh oui, la richesse ne protège pas du ridicule. Crozat est terré dans son hôtel particulier de la place Vendôme, vous imaginez. Alors il fait jouer immédiatement tous ses contacts, ses connaissances haut placées, auxquels il rappelle les nombreux services qu'il a pu rendre, bien entendu. Le 1er avril 1716, néanmoins, la Chambre de justice autorise les domestiques à dénoncer leur maître en échange d'une rémunération. Je devrais même dire qu'elle les y invite. Les arrestations sont de plus en plus fréquentes, on multiplie les exemples de condamnation pour pousser les financiers à payer. Et il y en a un proche de Crozat, qui est promené en chemise avec des écriteaux accrochés à lui. « Voleur du peuple », peut-on lire, avant qu'il soit attaché à un arbre, insulté, frappé. Vous voyez, l'humiliation publique. Un voisin de Crozat, place Vendôme, le célèbre Parapelle, à qui l'on colle, on ne sait pourquoi, un goût pour les excréments humains qui se délecteraient à faire fricasser de toutes les sortes, avant de les déguster avec une cuillère en or, est condamné à avoir la tête tranchée pour le crime de péculat, nous raconte Pierre Ménard. Bref, c'est une véritable chasse aux sorcières, plus même qu'une chasse aux financiers. Que va-t-il advenir de notre pauvre, si j'ose ainsi m'exprimer, de notre pauvre riche Antoine Crozat? Est-ce qu'il va survivre à cette purge? C'est ce que j'ai grand hâte de demander à notre invité. Bonjour.
Bonjour Pierre Ménard, dans un instant avec vous, nous allons reprendre cette histoire de Crozat et la mener jusqu'à son terme. Europe 1 au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, Franck Ferrand, nous sommes avec Antoine Crozat, ce riche milliardaire du XVIIIe siècle. Grâce à l'auteur du Français qui possédait l'Amérique, c'est un livre signé Pierre Ménard. C'est paru au Cherche Midi. Et il est votre invité cet après-midi sur Europe 1. Pierre Ménard, Antoine Crozat va multiplier les interventions. Il essaie absolument de profiter de ses relations pour échapper à ce qui lui pend au nez. Il va même jusqu'à inviter le régent, d'ailleurs, à une belle soirée au Palais Crozat de la rue de Richelieu. Et puis finalement, ça sert à rien, puisque le 28 novembre 1716, il est condamné, et très lourdement, l'amende qu'on lui réclame est de 6 600 000 livres. Vous imaginez ça? La valeur de 13 duchés, dites-vous, ou encore le salaire annuel de 73 000 ouvriers. C'est un coup de massue terrible de la part du régent. Il est complètement déprimé, d'autant plus qu'il l'avait aidé à prendre le pouvoir. Il a racheté une partie de l'armée au moment où le duc d'Orléans devait se faire proclamer régent par le Parlement pour être sûr que si... Tenir les troupes. Exactement. Donc il le considérait comme un ami, il l'avait reçu plusieurs fois chez lui. La réception, c'était chez son frère Pierre, c'était juste avant. Et il semble quand même que le régent a essayé de le protéger un peu. Et effectivement, à un moment, le couperet tombe et là, Antoine Crozat est complètement désespéré. La somme est fabuleuse, c'est un tiers de sa richesse et ça fait... En équivalent actuel, ça ferait presque 100 milliards d'euros. Donc il est complètement... Là, il est d'un seul coup, alors qu'il était l'homme le plus riche d'Europe, il est d'un seul coup sur la paille, littéralement. Oui, c'est ça, et c'est d'autant plus cruel qu'il voit que son pire ennemi, Samuel Bernard, a réussi à se dédouaner au dernier moment. Ouais. Et d'autres d'ailleurs. Ce qui est assez frappant lorsqu'on parle de la Régence, c'est qu'on a toujours l'image extrêmement légère des soupers fins du régent, de cette espèce de légèreté générale, c'est la commedia dell'arte, c'est Marivaux, c'est tout ça. En vérité, lorsqu'on regarde de près, c'est une période de grande dureté. Il va bientôt y avoir le problème du système avec le célèbre écossais Law, qu'on appelle l'As à l'époque, qui va monter son système financier dont on sait ce qu'il en adviendra. Il y a eu énormément de répression, j'allais dire, dans tous les domaines. Et là, en l'occurrence, on a serré la vis aux financiers pour récupérer de l'argent. Combien l'État a-t-il récupéré dans cette affaire ? L'État, au départ, espère retirer 400 millions de livres, j'allais dire d'euros, 400 millions de livres, ce qui est vraiment fabuleux. Pour donner une idée, le budget de la France à la mort de Louis XIV, ce qui rentre dans les caisses de l'État, c'est 64 millions de livres. Donc c'est vraiment fabuleux. Donc là, c'est l'équivalent de 5 années du budget de la couronne. C'est voilà, colossal. C'est colossal. Et en réalité, avec tous les arrangements qu'on va peut-être voir, finalement, on en récupère bien moins, une petite centaine de millions. Oui, enfin, quand même, c'est pas si mal que ça. Oui, ça reste extrêmement bien. C'est quand même une opération relativement rentable. Comment Crozat, qui a été accablé par cette gigantesque amende, comment Crozat va-t-il s'en sortir ? D'abord physiquement, on le maintient en liberté ? Comment est-ce que ça se passe ? À ce moment-là, oui, je crois qu'il a le droit de sortir de chez lui, mais il est complètement... Il est en résidence surveillée, Il est en résidence surveillée, bon, c'est au Ritz. Oui, enfin, dans ce qui est devenu le Ritz aujourd'hui. Le Ritz plus tard, oui. Ça reste tout à fait convenable. En revanche, il est complètement dévasté et il écrit des lettres où il est complètement hystérique. Il dit que lui qui a rendu tant de services à tout le monde, qui a sauvé la France à plusieurs reprises, parce qu'à plusieurs reprises, effectivement, il a donné de l'argent à des moments où la France allait extrêmement mal. Il a financé des guerres, etc. Et il dit que c'est complètement irrespectueux vis-à-vis de lui et qu'il ne peut pas payer. De toute façon, il est complètement ruiné. Et alors, il trouve un subterfuge. En fait, il avait reçu, on l'a vu tout à l'heure, la Louisiane en 1712. Donc il avait le privilège de tout négoce et commerce en Louisiane. C'était presque une vice-royauté en fait. Tous les champs sur lesquels il mettait un pied, tous les champs qu'il cultivait, tous les bâtiments qu'il construisait, toutes les mines qu'il mettait en exploitation, tout lui appartiendrait à lui et à ses descendants. Une espèce de monopoly où on en deviendrait propriétaire des terrains rien qu'en posant son pion sur la case. C'est formidable. Donc il avait ce territoire fabuleux, enfin qui était présenté comme fabuleux, et puis il s'est très vite rendu compte qu'on l'avait complètement eu. En fait, la France était ruinée à cette époque, elle était en guerre contre l'Europe entière, et on avait la Louisiane qui faisait la taille de la France à l'époque, qui était immense, mais sur laquelle il y avait l'équivalent d'un petit village, il y avait 200 habitants. Il y avait les Espagnols à côté, les Anglais qui tous étaient intéressés par ce bout de territoire, et la France qui n'avait rien là-dessus, qui hésitait à l'abandonner, et puis on l'a donné finalement à Crozat. Alors,
évidemment, pour l'attirer. Il n'y avait pas moyen de faire du commerce là-bas, il n'y avait rien à cultiver, il n'y avait pas de richesse naturelle. On a fait fabriquer des tas de faux rapports. Donc, les ministres de Louis XIV se sont entendus avec le gouverneur de la Louisiane pour vanter les richesses. Il suffisait de se baisser par terre pour amasser de l'or à pleinement. Ça n'a pas manqué. Crozat a été extrêmement intéressé par ça. Et puis, effectivement, dès qu'il a envoyé ses premiers navires là-bas, il s'est rendu compte que c'était une catastrophe. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc, une fois qu'il est taxé de 6,6 millions de livres, il est complètement désespéré, mais à son tour, il se souvient qu'il a la Louisiane et qu'il cherche absolument à s'en débarrasser. Donc, il se met à faire des faux rapports lui aussi, en disant que certes, ça n'a pas très bien marché jusqu'à présent, mais que là, on vient de trouver de l'or. Et c'est extrêmement prometteur, qu'on peut faire beaucoup de commerce. En fait, tout ce qu'on lui avait promis, lui, quelques années plus tôt, il se met à le réécrire. Et ça marche. À sa grande surprise, ça marche. Donc il arrive. Ça marche parce qu'il y a dans l'entourage du régent un certain nombre de personnalités qui veulent y croire aussi. Voilà, c'est ça. Et qui ont intérêt à y croire. Oui. Il y a tout un certain nombre d'idées qui circulent sur la Louisiane et on se dit que ça pourrait être intéressant malgré tout de développer ce territoire maintenant que la France n'est plus en guerre. Donc ça tombe au bon moment et grâce à ça, il rend la Louisiane et il arrive à annuler presque toute sa dette. Et quand je vous dis que c'est une partie de Monopoly, il avait tiré la mauvaise carte à la caisse de communauté là, mais en l'occurrence ça va, c'est bon, il s'en sort haut la main. Et il va pouvoir continuer ses opérations parce que on est loin d'être au bout de sa carrière. C'est ça qui est incroyable. Alors, ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il est en mauvaise posture, effectivement, il arrive à rebattre les cartes. Donc, à la mort de Louis XIV, le régent qui est censé lui être complètement acquis, puisqu'il a racheté sa maîtresse, il lui a donné énormément d'argent, il a racheté à peu près tous ceux qui sont au pouvoir dans les cercles du régent. Il fricote avec l'abbé Dubois depuis des années, qui est un peu l'éminence grise du régime. Le régent le connaît malgré tout assez bien. Et en fait, qui va jouer un rôle essentiel dans cette affaire de Louisiane, bien sûr. Et finalement, ça se passe pas forcément si bien que ça. Il a interdiction de faire du commerce avec les colonies espagnoles. C'est comme ça qu'il bâtissait une partie de sa fortune. Beaucoup de commerce avec les Indes aussi, qui espéraient récupérer, ça ne marche pas. Interdiction de commercer avec les colonies françaises également. Et alors là, il s'associe avec des escrocs hollandais. Il fait armer des navires en Hollande en cachette. Et grâce à ça, il arrive à retomber sur ses pieds encore une fois. Oui, quand vous dites retomber sur ses pieds, vous êtes bien gentil. En fait, il arrive à faire encore une fois fleurir son invraisemblable fortune et la faire fructifier dans des proportions qui sont inouïes en vérité. Et son frère pendant ce temps? Oui, et son frère, alors le frère d'Antoine, Pierre, le plus connu parce qu'il en a deux autres qui eux aussi sont dans l'ombre, qui manigancent un peu pour lui. Il y en a un qui était chapelain de Louis XIV et un autre qui était à la fois juriste et abbé, qui était très introduit dans tous les petits cercles et alors qui faisait pour lui toutes les bases opérations comptables et financières, qui à chaque fois qui est peut-être l'homme, la cheville ouvrière de la fratrie. Voilà, en fait, hein. Oui, vraiment. Et à côté, on a Pierre qui est le plus connu aujourd'hui. C'est le seul en fait qui est passé à la postérité. C'est celui qui possédait cette collection d'art magnifique. Et quand Crozat est parti de chez Penautier, c'est lui qui l'a remplacé, c'est-à-dire qu'il gérait à la fois les finances du Languedoc et surtout les finances du clergé. Oui. Et les finances du clergé, c'était la fameuse feuille des bénéfices, ça représentait des sommes absolument gigantesques. C'est intéressant cette partie de Monopoly parce que vous avez d'un côté les frères Crozat et de l'autre côté les frères Paris. On pourrait d'ailleurs en ajouter une ou deux autres de ces fratries qui avaient réussi de décennie en décennie et de génération en génération à s'infiltrer littéralement dans les gros rouages très difficiles à remuer de l'ancienne France, de la vieille monarchie, et par s'enrichir dans des proportions phénoménales. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Et nous sommes au cœur de l'histoire d'Antoine Crozat avec ce livre. Antoine Crozat, le Français qui possédait l'Amérique, un livre signé Pierre Ménard. Et cet auteur, Pierre Ménard, est votre invité, Franck Ferrand, cet après-midi. Vous êtes vite extirpé de votre recherche parce que vous étiez en train de regarder sur Internet. Ah, vous dites tout donc. Quel était l'homme le plus riche de tous les temps, c'est ça? C'est ça, il y a un classement qui a été fait par Forbes et un classement qui réunit même les gens dans l'histoire. Et apparemment, c'est un empereur du Mali du XIVe siècle qui serait l'homme le plus riche de tous les temps, qui s'appelle Mansa Moussa. Généralement, cette richesse et ce pouvoir presque infini sont néanmoins limités dans les faits. C'est ce qui frappe lorsqu'on étudie la vie de Crozat. On se rend compte que finalement, ça n'est pas parce qu'il est à la tête de ces gigantesques fortunes, on pourrait en parler au pluriel, parce qu'elles sont dans bien des domaines différents, que sa vie est essentiellement différente. C'est ça qui est assez étonnant. Il mène la vie d'un homme assez discret et caché.
Et son frère plus encore. Hein. Discret et caché quand même. Il aime bien qu'on parle de lui. Il aime bien épater tout le monde dans son palais, ce qui est aujourd'hui le Ritz. Il fait notamment une réplique de la Galerie des Glaces, ce qui passe très mal parce que Louis XIV l'apprend. Il est furieux qu'un roturier comme Crozat ait pu imiter sa galerie, et donc il veut jeter tout le monde en prison. Il veut faire racler les murs de la galerie, et puis finalement Crozat s'en tirera. Et on a vu à quel point Fouquet avait déjà subi mauvaise fortune pour des raisons assez comparables. En revanche, ce qui est vrai, c'est que c'est un bourreau de travail et que on a l'emploi du temps, par exemple, de son plus grand rival Samuel Bernard. C'est quelqu'un qui se lève à 4h du matin et qui termine sa journée à minuit. Et les rares moments où il ne travaille pas, c'est pour voir du monde qui arrange ses affaires après. Vous nous l'avez mis en couverture de votre ouvrage dans son fameux portrait, avec le manteau du Saint-Esprit, avec le grand cordon bleu qui passe sous une cravate de dentelle opulente. Il pourrait presque passer pour un grand ministre, en fait. Hein. C'est un peu ça, finalement. Oui, complètement. Il avait ses entrées à peu près partout, il connaissait tous les grands personnages de l'État. Mais effectivement, et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on parle peu de lui aujourd'hui, il n'a jamais eu de rôle vraiment officiel. Oui. Comme tous ces grands financiers qui tiennent beaucoup à garder les mains libres et être un peu en retrait. Revenons peut-être. D'abord, pourquoi vous êtes intéressé à ce personnage dont on ne parle quasiment jamais dans l'histoire, Pierre Ménard ? C'est justement pour ça. Oui, voilà, la réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Je suis tombé complètement par hasard sur lui. Alors, quand on lit des livres d'histoire sur le XVIIe ou le XVIIIe siècle, on parle de lui au détour d'une phrase. Parce que sa petite fille a épousé le duc de Choiseul, qui était le premier ministre de Louis XV. Parce qu'il a possédé la Louisiane. Donc, on dit la Louisiane est cédée au grand Antoine Crozat, mais on ne sait pas qui c'est. Donc, j'ai eu envie de lire un livre sur lui, et puis j'ai vu qu'il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit qu'à cela ne tienne, essayons de le faire. Généralement, on écrit le livre qu'on aurait aimé trouver tout écrit, finalement. Et vous avez bien fait parce que c'est tout simplement passionnant, notamment les origines de cette fortune. Comment Crozat se lance-t-il, si l'on peut dire ? Oui, ça c'est un aspect assez intéressant parce qu'on a des idées un peu préconçues sur l'époque où on se dit que les positions s'héritent, et avec lui on voit que pas du tout. Il y a quand même des trajectoires. Il y a des ascenseurs sociaux, il y a des ascenseurs sociaux. Alors là c'est un ascenseur extrêmement rapide même pour lui. C'est une fusée presque, mais il vient d'une famille assez modeste à la base quand même. Son grand-père était un modeste marchand. C'est une famille de vendeurs de chaussettes. On trouve même un ancêtre en 1555 qui s'est fait confisquer toute sa cargaison de chaussettes parce qu'il était protestant et que ça ne passait pas du tout. Le père de Crozat... On débat à l'époque, essentiellement. Oui. Ça valait plus cher. Le père de Crozat commence quand même à faire un petit peu fortune. C'est un des hommes les plus riches de Toulouse et extrêmement ambitieux. Qui n'arrivera pas jusqu'au terme de ses ambitions, mais qui arrive à s'agréger à la petite noblesse locale, qui arrive à atteindre quelques positions officielles. Il arrive à se faire anoblir, notamment en devenant capitou de Toulouse. Et surtout, il a des relations d'affaires extrêmement intéressantes, notamment Penautier, dont on a parlé tout à l'heure. Et il met son jeune fils, dont il rêve de faire une sorte de créature qui réussit extrêmement bien, il le met en apprentissage chez Penautier. Ça donne lieu à pas mal de médisances après, puisqu'on dit qu'il est entré en tant que valet, notamment Saint-Simon qui ne le supportait pas. Ce qui est faux, il est entré, ça ferait l'équivalent de stagiaire aujourd'hui. Et puis petit à petit, il monte les échelons chez Penautier. Penautier, c'est quelqu'un qui est considérable. Il avait été impliqué dans l'affaire des poisons. Il a passé 1 an en prison, et puis il est ressorti comme si de rien n'était. Quelle est son activité ? C'est un grand négociant ? Il gère à la fois la fortune de l'Église et la fortune du Languedoc. Donc c'est un des premiers personnages du royaume, un des plus riches aussi, et qui a de très bonnes relations avec tous les grands. Donc c'est vraiment le mentor idéal pour Crozat. Quand Crozat voit ça, il est subjugué. Penautier habite dans un palais magnifique. Crozat, qui vient de son petit hôtel, ça s'appelle l'hôtel du silence, l'endroit dont il vient, un endroit un peu lugubre. Il est fasciné par tout cet argent, un monde qu'il ne connaissait pas du tout. Il progresse, il est extrêmement intelligent, et puis évidemment il en est à ses premiers coups bas. Il a un grand rival chez Penautier qui est le bras droit de Penautier, et puis un jour, ça rappelle des affaires actuelles, Matry, le premier bras droit, est impliqué dans un petit scandale, et alors là Crozat fait semblant de l'aider, et puis par derrière il l'évince, il prend sa place. Et en fait, il n'y avait pas de place pour deux hommes de confiance, pour deux Crozat. Ce qui est assez frappant, c'est que tout ce début de carrière est tissé de magouilles, d'opérations frauduleuses, de trafic de tous ordres. C'est quand même pas très reluisant. Non, c'est pas particulièrement reluisant. En fait, Crozat gère pendant une bonne partie de sa vie la perception des impôts. D'abord pour le clergé et le Languedoc, et puis ensuite il est directement nommé. Parce qu'à l'époque on affermait l'impôt. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'était des particuliers qui percevaient l'impôt et qui au passage en gardaient une partie pour eux. Voilà, qui en gardaient une partie pour eux et qui en plus s'enrichissaient de manière complètement illégale
en prêtant l'argent qu'il devait recevoir pour le pouvoir, en le prêtant au pouvoir à des taux d'intérêt beaucoup plus élevés à court terme. Donc en faisant croire qu'il n'avait pas cet argent, le pouvoir d'un seul coup finance une guerre ou a besoin de financement. À ce moment-là, Crozat et ses semblables apportent de l'argent, ils sont remboursés des taux d'intérêt faramineux, et puis ensuite, donc ils prêtent à l'État leur propre argent en fait. Alors il va mener tout un marché noir avec l'Espagne, il faut dire, et là il y a comment on pourrait dire, un commerce d'armateurs pas très net. Oui, et assez amusant en fait. Les Espagnols croulent vraiment sous l'or. Avec leurs colonies, Le problème des Espagnols, c'est qu'ils n'ont pas d'activité, pas d'industrie comme on disait, mais qu'ils ont en revanche énormément de métal, et pour cause, ils ont eu l'or des Amériques. Voilà, ils ont notamment la mine de Potosí. On raconte qu'il y a tellement d'argent dans cette mine que elle aurait pu permettre de construire un pont qui reliait donc cette ville au Pérou à l'Espagne, à Madrid. En argent. En argent massif. Bon, évidemment, c'est un peu exagéré, mais donc l'Espagne croule vraiment sous l'argent et sous l'or, et à côté, la France en manque désespérément. Et donc Crozat, avec Louis XIV et le ministre Pontchartrain, monte une société écran pour s'approcher des colonies espagnoles, parce que seuls les Espagnols ont le droit de commercer avec les colonies espagnoles. Il y a un monopole. Et donc cette fausse société scientifique approche des côtes espagnoles officiellement pour faire de l'observation, découvrir des terres à coloniser. En réalité, dès que les bateaux arrivent près d'un grand port espagnol, ils font semblant de couler. À ce moment-là, ils ont le droit d'entrer dans le port, et puis, moyennant quelques pots de vin, ils vendent une partie de la cargaison au marché noir. C'est invraisemblable. Et voilà. Et puis, ils font ça de port en port. Et puis, n'oublions pas le principal. Ce qui va faire l'immense fortune de Crozat, c'est-à-dire le fameux commerce triangulaire, c'est-à-dire le commerce des esclaves. Mais ce qui est intéressant en plus, c'est que le commerce des esclaves, c'est la vitrine de Crozat, c'est son activité. Oui, c'est ce qu'il y a de plus présentable. C'est ce qu'il a de plus présentable. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qui est destiné à cacher ses magouilles. Exactement. Parce que cette compagnie, alors il commerçait déjà avec les compagnies françaises, et ce commerce-là était lui-même un commerce vitrine, puisqu'il vendait au marché noir des esclaves aux colonies espagnoles derrière. Une fois qu'il a le vrai monopole pour la fourniture en esclaves, en fait, il charge autant ses navires d'esclaves que de marchandises qu'il revend au marché noir après. Et ce qui est amusant, c'est que cet argent qu'il récupère, il a lesquels charger d'argent. Quand il revient en France, il trompe Louis XIV à son tour, puisqu'il déclare qu'une partie de la cargaison, et ensuite il revend au marché noir le reste de la cargaison, tout en dénonçant après ceux qui l'ont aidé à faire son marché noir. Bien beau personnage, on se demande pourquoi on ne lui avait pas consacré une biographie plus tôt. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors, il y a beaucoup de questions qui arrivent d'un peu partout. C'est Guillaume notamment qui voudrait savoir quels étaient ses rapports avec le fameux John Law, ou Lass, le banquier écossais qui avait proposé au régent ce système financier. Il se détestait cordialement, pour la simple et bonne raison que Law a complètement évincé Crozat. En fait, quand Crozat a rendu la Louisiane, il a fait des plans derrière. Son but était de refaire une compagnie commerciale pour récupérer le trafic d'esclaves et faire du commerce interlope avec les Espagnols. Et puis finalement, le duc de Noailles qui a reçu ces plans les a donnés à John Law, qui après a fait toute la compagnie des Indes et qui a racheté une à une toutes les sociétés qui appartenaient à Crozat. Donc Crozat ne pouvait pas le supporter. Il lui a fait, alors la seule chose qu'il pouvait faire pour l'unir, c'était lancer un procès titanesque à propos d'un mur, parce qu'ils habitaient juste à côté, place Vendôme, un mur qui s'était à moitié effondré. Alors il faisait des procès en permanence contre John Law. Mais surtout, dans l'ombre, Crozat spéculait sur la Compagnie des Indes avec ses hommes de main, et puis il s'est associé à son grand rival Samuel Bernard pour faire tomber John Law. Oui, encore un autre financier sur lequel il y aurait beaucoup à dire, Samuel Bernard est cet homme que Louis XIV avait reçu personnellement dans les jardins de Marly. Vous imaginez cette chose? Alors, pour nous, on se dit alors pourquoi pas, mais à l'époque, ça paraît complètement fou que le roi de France en personne reçoive un simple roturier pour lui faire visiter les jardins de Marly, ce qui avait rendu Saint-Simon fou de rage. Encore une prostitution du roi. Oui, c'était un peu une forme de prostitution royale, on pourrait dire. Alors, il meurt en quelle année, votre cher Crozat? Notre cher, allez. Il meurt en 1738, il a 83 ans, et il meurt de sa belle mort dans son hôtel. Il a travaillé jusqu'à la veille. Assis sur un tas d'or, on peut estimer sa fortune à l'époque? Sa fortune, ça ferait globalement 20 millions de livres, ce qui ferait à peu près 300 milliards d'euros actuels. Donc c'est une immense fortune. Il a des successeurs en plus, donc la dynastie ne s'éteint pas. Et pourtant, c'est Nicéphore qui nous pose la question, qu'est devenue la fortune de Crozat? Alors, je serais tenté, moi, de répondre à Nicéphore que par essence, la fortune, ça va et ça vient. Ça ne reste pas figé dans un endroit. Sauf les collections d'art, justement, évidemment. Oui, effectivement, au bout d'une dizaine de générations, ça s'est complètement effrité. Donc, il y a quelques-uns de ses descendants qui habitent encore dans des demeures qu'il a fait construire ou qu'il a rachetées, mais globalement, la fortune a disparu. Donc,
les frères, d'ailleurs, les frères n'ont pas survécu. Et ses enfants alors, il a eu beaucoup de descendants par ses petites filles. Il a eu un seul petit-fils. Et le grand drame de sa vie, c'est qu'il n'y a plus aucun Crozat aujourd'hui. Le Français qui possédait l'Amérique, c'est la vie extraordinaire d'Antoine Crozat, milliardaire sous Louis XIV, préfacé par Emmanuel de Varesquiel, l'ouvrage de Pierre Ménard qui se dévore comme la plus extraordinaire des aventures romanesques. Merci beaucoup, chère Anissa. Nous nous retrouvons demain. Oui, au demain, cirque. Le 24 décembre, et nous serons au cirque comme des enfants.